Alors bonjour Christophe Abbas, vous êtes neuroradiologue, vous avez 50 ans et vous êtes chef du service d'imagerie médicale de l'hôpital de 15-20 à Paris. Et donc parallèlement, vous avez été nommé en août dernier grand maître du Grand Orient de France. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours et nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette obédience de franc-maçonnerie? Je me suis retrouvé par l'intermédiaire d'un ami que j'ai rencontré quand je militais au mouvement des radicaux de gauche, dans mes jeunes années estudiantines, et à l'Institut d'études radicales où il y avait des réflexions plutôt philosophiques. Et là, j'ai rencontré un ami qui allait devenir mon parrain et qui m'a dit « Écoute, ce serait bien peut-être que tu poursuives tes réflexions ailleurs ». Et cet ailleurs, c'était le Grand Orient de France que j'ai découvert à cette occasion. Donc c'est compatible d'être médecin, d'être très intégré dans la société moderne, et parallèlement de faire partie d'une organisation qui est quand même assez ésotérique, philosophique, etc. Ah oui, complètement. Elle est moins ésotérique qu'il n'y paraît, parce que c'est une société qui est certes traditionnelle, tricentenaire, avec des rites et des symboles qui sont l'héritage culturel de cette maçonnerie, mais elle défend un humanisme et il lui appartient de réactualiser toujours ce que l'on entend par humanisme en le confrontant aux grands problèmes de société contemporains. Donc elle est véritablement impliquée dans le temps qui est le sien. Comment est-ce qu'on devient grand maître du Grand Orient ? On devient grand maître du Grand Orient, j'espère pas à cause d'une ambition démesurée, peut-être un peu, je ne sais pas, mais en tout cas, après être passé par un certain nombre d'instances qui nous permettent de mieux cerner le fonctionnement interne du Grand Orient de France, par les circonstances historiques, entre guillemets historiques, et puis peut-être par la volonté d'apporter modestement, naturellement, une touche particulière à la vie de l'obédience. Parce que concrètement, votre rôle, il consiste en quoi ? Alors, je préside le Conseil de l'Ordre, qui est le bureau exécutif du Grand Orient de France, qui est en charge à la fois de mettre en œuvre la politique obédientielle qui est décidée par l'Assemblée générale de toutes les loges du Grand Orient de France, ce qu'on appelle le convent, et une mission d'extériorisation auprès du grand public pour dire ce qu'est le Grand Orient, quelles sont ses réflexions, quels sont ses modes d'action dans la société, et de représenter évidemment les loges et la philosophie du Grand Orient de France. Est-ce que vous pensez que votre association, on peut parler de ça comme ça, c'est représentatif de la société française, dans le sens où il y aurait une forme de parité entre les hommes et les femmes, des gens différents qui se retrouvent dans cette association? Pour le Grand Orient de France, il y a une mixité sociale, mais comme je le dis souvent, il y a un biais de recrutement. Ce biais statistique qui fait que si l'on recrute essentiellement parmi son entourage, eh bien, l'on recrute dans des classes sociales qui sont les siennes. Donc, même s'il existe une mixité sociale au sein du Grand Orient de France, toutes les catégories sociales ne sont pas également représentées. Mais cela ne tient pas d'une volonté d'exclure quiconque. Cela tient au mode de recrutement. Et d'autre part, concernant la mixité des genres, le Grand Orient s'est ouvert effectivement un peu tardivement, pour différentes raisons, à l'initiation des femmes. C'est chose faite depuis quelques années aujourd'hui. Et là encore, même si elle représente environ 5% de l'effectif total, plus de 53 000 frères et sœurs du Grand Orient de France, c'est peu, mais cela évolue. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'exclusion d'un sexe par rapport à l'autre. Alors, vous nous avez décrit le Grand Orient comme un rassemblement d'individus qui se rassembleraient dans un but assez humaniste finalement, mais finalement qui gardent des aspects assez ésotériques et philosophiques. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains parlent du Grand Orient comme d'une secte? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous réagissez face à cette définition? Non, je ne comprends pas évidemment cette vision du Grand Orient. Et le fait de colporter au fond une tradition historique qui date de l'origine de la maçonnerie, puisque cela apparaît, en tout cas dans la maçonnerie continentale latine, dès la bulle d'excommunication de Clément XII en 1738, et à la suspicion des milieux monarchiques, parce que toute société un petit peu discrète est potentiellement complotiste. Ce qui va s'accuser évidemment au XIXe siècle avec les combats de la République pour la laïcité,
pour le capitaine Dreyfus, pour défendre le capitaine Dreyfus, et ensuite dans un combat avec l'extrême droite. Donc il y a toute une tradition absolument démente et paranoïaque d'un certain nombre de complotistes qui vivent par ça, qui ne traduit évidemment pas la réalité et qui n'a d'autre objectif que de leur donner une raison de vivre. Est-ce que vous pensez que être franc-maçon est donc un milieu propice qui vous permet du coup d'élargir vos horizons philosophiques et d'avoir de nouvelles perceptions? Oui, je pense qu'en effet. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est guidé par une réflexion philosophique. Le Grand Orient de France charrie un humanisme. Et donc un humanisme qu'il faut, comme je le disais, toujours confronter au problème. Mais en même temps, ceux et celles qui se confrontent à ce problème viennent d'horizons totalement différents. Donc avec des conceptions différentes, avec des arrière-plans différents, avec des cultures différentes, des conceptions religieuses ou non religieuses différentes. Et donc cela permet en effet une véritable confrontation sereine et sans polémique des idées. Et donc cela permet une reprise des grandes interrogations philosophiques qui traversent notre humanité. Comme je disais, c'est la triple question kantienne. Que puis-je savoir? Que puis-je faire? Que puis-je espérer? Et donc, qu'est-ce que l'être humain? Qui est une question toujours reconduite. Donc parce que certains hommes politiques comme Manuel Valls et François Hollande ou Henri Emmanuelli, on suppose en fait qu'ils feraient partie du Grand Orient. Comment est-ce que vous expliquez le fait que ce soit peu assumé et est-ce que finalement c'est mal vu? Ça peut être temporairement mal assumé si l'on a un jugement complotiste là-dessus, ou si l'on peut penser que l'appartenance maçonnique serait le fait d'un réseau qui se substituerait aux convictions. C'est-à-dire qu'il y aurait un corps de doctrine, en quelque sorte, qui serait l'idéologie de la maçonnerie et dont les élus maçons devraient être les dépositaires et les propagandistes, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas de corps de doctrine politique de la maçonnerie en général et du Grand Orient de France en particulier. Mais cette suspicion peut en effet gêner un élu, quel qu'il soit, vis-à-vis de son électorat. Donc dernière question. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de la franc-maçonnerie et du Grand Orient? Selon vous, est-ce que c'est voué à disparaître ou à évoluer? Écoutez, les effectifs du Grand Orient s'accroissent. L'année dernière, je crois, il y a eu 500 inscriptions en plus. Donc, ce que je constate, c'est au contraire une attractivité de la maçonnerie du Grand Orient et des autres obédiences maçonniques. Nous ne sommes pas la seule obédience maçonnique. Certainement, pour moi, à tout le moins pour deux raisons. Premièrement, justement, parce qu'il offre une sociabilité que l'on ne retrouve pas forcément dans une société hyper individualiste. D'autre part, parce qu'il offre un lieu de réflexion démocratique et libre sur les grands sujets de société qui ne soient pas confisqués par des partis politiques, par certains syndicats, d'ailleurs en chute représentative, ou par les pseudo-experts avec l'abêtissement médiatique et publicitaire dont souffrent nos sociétés contemporaines. Donc voilà, donc je crois que c'est un lieu de réflexion serein, distancié, pacifié, qui permet de se construire une vision du monde.